Dans le précédent module, on a vu que l'Europe est partie à la conquête du monde pour obtenir des colonies en Afrique et en Asie. Ces colonies-là vont pratiquement toutes obtenir leur indépendance après la Seconde Guerre mondiale. On va voir comment ça s'est passé. Tout d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est anéantie. La reconstruction coûte extrêmement cher. Il faut construire les villes, les routes, les ponts, etc. Non seulement ça, mais après la Seconde Guerre mondiale, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le triomphe des démocraties. Les États-Unis sortent en tant que grands vainqueurs de cette guerre-là. C'est eux qui ont sauvé le monde. Ils en ont retiré plein de bénéfices et ils n'ont absolument pas vécu de destruction. Donc, les idéaux américains vont primer après la Seconde Guerre mondiale. Et les États-Unis, c'est The Land of the Free. C'est le pays de la liberté, le pays de la démocratie. Donc, les pays libérés veulent aussi un peu goûter, eux aussi, à cette démocratie-là, à cette liberté-là. Mais le gros problème, c'est que beaucoup de ces pays-là, en Afrique et en Asie, ben, c'est des colonies. Donc, on va assister à un nouveau mouvement de décolonisation. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe est plus tant intéressée d'avoir des colonies. En effet, les pays d'Europe sont très affaiblis du point de vue militaire. En effet, protéger ces immenses territoires-là à des milliers de kilomètres coûte très cher et les pays d'Europe n'en ont pas nécessairement les ressources. De plus, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut entretenir les infrastructures dans les colonies et les pays d'Europe ont peine à entretenir les leurs qu'il faut toutes reconstruire. Ce qui avait motivé également la colonisation, c'est cette espèce de sentiment de supériorité, qui s'apparente un peu à ceux qui étaient défendus par Adolf Hitler et les idéaux nazis. Donc, comme ces idéaux-là ont mené à la destruction et à la Seconde Guerre mondiale, ben, l'idée de supériorité des races est un peu mise de côté après la Seconde Guerre mondiale, et les Européens ne se sentent peut-être pas si supérieurs que ça finalement. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a également une grande nouveauté, les Nations Unies, et bien sûr leur charte. Euh, les Nations Unies défendent réellement les idées des États-Unis et les idées des démocraties qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, à savoir les idées de liberté et d'égalité. Donc, tout ça mis ensemble fait que les peuples qui vivent dans les colonies veulent eux aussi leur indépendance. Ils veulent goûter, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cette liberté et à cette égalité. Non seulement ça, mais les colonies qui veulent leur indépendance peuvent compter sur le support des Nations Unies. Et il faut savoir qu'il y a un effet d'entraînement. À partir du moment où une colonie va obtenir son indépendance, toutes les autres vont suivre relativement rapidement. Le premier pays à obtenir son indépendance après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'Inde. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Inde luttait déjà pour son indépendance plusieurs années auparavant. Et elle va l'obtenir finalement en 1947. Mais ce qui fait de ce pays-là un cas particulièrement intéressant, c'est que l'Inde a obtenu son indépendance par la non-violence. En effet, c'est le combat d'un politicien nommé Jawaharlal Nehru, ainsi que d'un leader, mettons, philosophique, social, un peu spirituel, disons de Mohandas Gandhi, qui va inspirer les habitants de cette colonie britannique à obtenir son indépendance. Donc, cette non-violence marque vraiment un pas vers une espèce de renouveau dans la façon de faire pour obtenir davantage de droits et de libertés. Alors que les révolutions auparavant s'étaient faites dans la violence, comme aux États-Unis ou en France, celle-ci se fait par des manifestations pacifiques, l'usage des médias, en écrivant des pétitions, des lettres et par des actions essentiellement non violentes. Gandhi, c'est lui. Il a entrepris de nombreuses actions, comme ici la marche du sel, dont on aura l'occasion de reparler en cours. Par la suite, ben, comme j'ai dit, il y a un effet d'entraînement. Euh, Inspirées par l'indépendance de l'Inde, les colonies africaines et asiatiques vont commencer, elles aussi, à réclamer leur indépendance. L'Angleterre va souvent choisir la voie de la négociation pour donner davantage de liberté à ses colonies. Mais ce ne sera pas aussi simple partout. La France va généralement mal tolérer la dissidence de ses colonies. Et souvent, elle va user de répression pour empêcher que ces colonies deviennent indépendantes sans sa volonté. Ainsi, ce qui est intéressant, c'est qu'alors que certaines colonies obtiennent leur indépendance pacifiquement, d'autres devront le faire par la bonne vieille méthode de la guerre. C'est ainsi que l'Indochine va devoir combattre pour obtenir son indépendance,
elles vont finalement l'obtenir en 1954 au prix d'une guerre particulièrement difficile et qui même va se poursuivre euh, dans les années qui vont suivre jusque dans les années 1970. C'est ainsi que cette guerre-là va donner naissance à trois pays que sont le Vietnam, le Laos et le Cambodge. C'est un peu la même histoire avec l'Algérie. L'Algérie va obtenir son indépendance au prix d'une guerre extrêmement dure qu'on appelle la guerre de l'Algérie. Ainsi, après ces échecs répétés, la France va finalement décider d'accorder l'indépendance complète à presque toutes ses colonies dans les années 1960. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1960, l'ONU va adopter la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colonisés. C'est une déclaration qui va affirmer que tous les peuples ont droit à l'autodétermination. L'autodétermination, ça veut dire que les peuples ont le droit de se diriger eux-mêmes, d'avoir leur propre gouvernement. Selon l'ONU, avoir des colonies, ça met en jeu la sécurité et la paix dans le monde. Et assurer la paix et la sécurité dans le monde, c'est un des mandats principaux de l'ONU. Donc, le calcul est simple, les colonies doivent obtenir leur indépendance pour faire la paix dans le monde. Et à partir de ce moment-là, le nombre de pays va exploser. D'environ une cinquantaine en 1945, ça va passer à plus de 100 dans les années 1960 pour atteindre tout près de 200 de nos jours. D'ailleurs, lorsqu'on regarde la carte de l'Afrique, en 1945, on voit les importantes colonies françaises et anglaises, alors qu'aujourd'hui, l'Afrique est un continent aux pays pratiquement tous indépendants. D'ailleurs, un nouveau pays s'est créé il y a quelques années seulement, le Soudan du Sud, et dans les années qui viennent, probablement que d'autres pays vont se créer.